Tu vas chercher à manger? Non. Ces deux jeunes policiers tirent à pile ou face celui qui ira chercher leur repas à la cantine du commissariat de Russell Street. J'ai choisi Pile. Pile? Et ils ne se doutent pas qu'ils viennent de confier leur destin à un tirage au sort. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau. Depuis une quinzaine d'années, des attentats terroristes ensanglantent la planète. Paris, New York, Bali, Madrid, Casablanca ou Londres ont été touchés. Et chacun d'entre nous redoute que d'autres cibles ne viennent un jour allonger cette liste macabre. Mais l'attentat à la bombe de Russell Street se déroule à Melbourne en 1986, à une époque où la plupart des pays sont encore heureusement épargnés. S'agit-il déjà d'un acte perpétré par une organisation politique, comme ce fut le cas à Paris un an plus tôt? Ou faut-il l'attribuer au milieu du grand banditisme? Aussitôt après la déflagration, un détachement exceptionnel d'une centaine d'enquêteurs, spécialistes en explosifs et techniciens de la police scientifique, est sur place, plus déterminé que jamais à arrêter les coupables. Stand by. Unit calling urgent. 7507, we have people with injuries north of the complex. We require ambulance, please. Je partais déjeuner au commissariat de Russell Street quand elle a explosé. J'ai été projeté dans les airs sur environ 20 mètres et j'ai atterri au milieu de la chaussée, couché sur le dos. J'ai cru qu'une voiture m'avait renversé. J'étais grièvement blessé à la jambe droite, alors j'ai rampé jusqu'au mur du commissariat. Tout à coup, le bâtiment a tremblé avec un bruit terrible. Il y avait une énorme poussière noire très fine qui tombait du toit en bois. Tout était noir. Il y avait du verre partout. Je me suis levé, j'ai regardé par la fenêtre. Il y avait cet énorme nuage de fumée noire à l'avant. On a tout de suite compris ce qui s'était passé. Il n'y avait pas le moindre doute pour moi. C'était une bombe. Une grosse explosion. Les vitres se sont brisées et on est sorti. C'était le tout début, j'ai dit on passe nos combinaisons et on y va. On était persuadés qu'il y avait une autre bombe. Le premier bang n'est jamais le dernier. C'est ce qu'on m'a appris à l'armée en Irlande du Nord. La première explosion vous fait sortir et la deuxième vous tue. Une voiture garée devant la porte sud est soupçonnée de contenir la deuxième bombe. J'ai commencé à descendre la rue en direction de cette voiture. J'avais une corde autour de la taille pour qu'on puisse me ramener en cas de problème. En marchant, j'ai vu beaucoup de choses sur la chaussée. Des fragments de dynamite, de détonateurs et ainsi de suite. Et si on marche sur un de ces détonateurs, on risque d'y laisser un pied. On aurait dit un champ de bataille. Je suis arrivé dans la cour du vieux tribunal d'instance de Melbourne et ce que j'ai vu, je ne l'oublierai jamais. Sa chaussure brûlait, sa chemise était en lambeaux. À chaque fois que son cœur battait, on voyait un afflux de sang. La peau de ses mains se décollait. Je lui ai demandé son nom et elle a répondu Angela. Angela Taylor. Angela est la jeune policière de 22 ans qui a joué à pile ou face avec un collègue pour savoir lequel des deux irait chercher les repas de midi à la cantine.
Angela avait perdu son pari. Quand la bombe explose, la boule de feu la touche de plein fouet. Je l'ai assise par terre dans le bureau. Évidemment, elle souffrait et elle ne comprenait pas ce qui se passait. J'ai téléphoné plusieurs fois et on est venu à son secours. Le juge West était devant et lui aussi était blessé. Danadio était sur la chaussée. Je suis allé vers le mur et des policiers sont arrivés pour m'aider. Ils m'ont conduit vers l'escalier de la porte nord et ils m'ont allongé. Il y avait encore des explosions. J'ai alors cru que c'était une série d'explosions, mais après quelques minutes, j'ai compris que c'était simplement des détonateurs qui explosaient. On les avait amorcés et déclenchés. Pendant ce temps-là, Dennis Tipping atteint la deuxième voiture, qui est garée derrière celle qui a explosé. Le pompier ne voulait pas intervenir, et ce n'était pas son travail. Parce qu'il y avait de la dynamite. Et quand il y a une bombe, on doit d'abord la désamorcer. Alors j'ai éteint le feu, et par chance, il n'y avait pas d'autres bombes. Ce n'était qu'une voiture de police banalisée. Au bout de 40 minutes, le feu est éteint, la ville bouclée, et 21 personnes sont hospitalisées. L'agent Taylor, qui est grièvement blessé, et l'inspecteur Donadio en font partie. Bonsoir. Des terroristes ont visé Melbourne aujourd'hui. Plusieurs bombes ont explosé devant le commissariat central, blessant des dizaines de personnes et causant d'importants dégâts. Les immeubles de Bourke Street à Queensby Street ont été évacués. Les magasins ont fermé et à 14h30, la plupart des rues de la ville étaient désertes. Ce qui s'est passé cet après-midi n'est rien d'autre qu'un attentat terroriste comme on en a vu ailleurs dans le monde. Et c'est inquiétant de savoir qu'il y a des lâches, des gens disposés à recourir à ce type de violence contre la population sans se soucier des vies et des biens. Je n'avais aucun doute. On visait la police en particulier et les autorités en général. Et ça a marché. Ils étudient une liste de noms de personnes devant comparaître devant le tribunal de Melbourne, en face du commissariat. Mais aucun individu ou groupe n'a revendiqué l'attentat. Ce qui est certain, c'est que cette attaque va donner lieu à une enquête d'une ampleur jamais connue en Australie. Toute la police s'est sentie concernée. Notre seul but était de retrouver les responsables, de les localiser et de les arrêter. Une voiture piégée a explosé devant le commissariat de police de Russell Street. 21 personnes ont été blessées. L'agent Angela Taylor lutte contre la mort. Et les indices permettant d'identifier le responsable se trouvent parmi ces débris, éparpillés sur plusieurs pâtés de maisons. Mais pour plus de sécurité, il faut d'abord faire intervenir les démineurs. On a minutieusement nettoyé la zone pour rechercher le moindre indice. D'après mes souvenirs, on a dû y passer presque 5 jours. On traverse un couloir. On est maintenant au 4e étage de la cantine. On a trouvé des détonateurs dans Russell Street. On a trouvé un détonateur non explosé dans la salle de gym des femmes, au 4e. Des membres de la police scientifique sont entrés par la fenêtre dans ce bâtiment pour chercher d'autres indices, alors que d'autres, à 4 pattes, tentaient d'extraire des débris du bitume. Ils ont trouvé un pneu qui devait venir de la voiture piégée, sur le parking de derrière. Il s'est donc littéralement envolé pour retomber sur le parking derrière le bâtiment. Aucun indice ne peut être négligé. Comme dans un puzzle, chaque pièce va permettre à la police scientifique de comprendre ce qui s'est passé. Il faut récupérer tous les débris pour pouvoir reconstituer ce qui s'est passé.
Nous avons pu établir que la voiture piégée était retombée à plusieurs mètres du lieu de l'explosion. Il y avait en effet un cratère dans la chaussée, mais la voiture piégée était à plusieurs mètres de là, vers l'est. Comme vous le voyez, la profondeur est d'environ 15 cm, à l'endroit le plus profond. Et la longueur est d'environ 1,50 m. Quand nous avons commencé à travailler sur la voiture piégée, la plupart des dégâts étaient visibles à l'arrière du véhicule, ce qui semblait indiquer que la bombe avait été placée dans le coffre. C'est là que la barre de remorquage est retombée. Là, ça doit être un morceau du différentiel. Il y a de l'huile d'un côté et des traces d'explosifs de l'autre. Il devait venir comme ça. On a le différentiel et les explosifs à l'avant du différentiel. Au cours d'un autre examen, on a constaté qu'il y avait eu une deuxième explosion entre les sièges avant ou sur la console centrale. Cette deuxième explosion a été neutralisée par la première, celle de la bombe dans le coffre. Tous les détonateurs intacts et les bâtons de dynamite qu'on a retrouvés à l'avant du véhicule et qui n'avaient pas explosé l'ont confirmé. On s'est demandé ce qui serait arrivé si tout cela avait explosé. Une partie du bâtiment aurait été détruite. Il retrouve aussi une grande quantité de fils électriques autour de la voiture, ainsi que le système de mise à feu. J'étais assis sur les marches après l'explosion et j'ai regardé sur ma gauche. Il y avait ce morceau de bois avec le réveil fixé dessus. C'était ça. Vous savez, quand on voit ça, on fait vite le rapprochement. Oui, c'est une bombe à retardement. Ce morceau de bois avait l'air quelconque, et c'était simplement un morceau de poteau de clôture. Fixé à ce morceau de bois, il y avait aussi des pièces de métal ainsi qu'une lingette. Cette lingette avait apparemment servi de tampon entre les éléments de mise à feu. Elle servait à empêcher le mécanisme de se déclencher. Celui qui a transporté la bombe dans ce véhicule a pris d'énormes risques en l'amenant jusque dans Russell Street, comme il l'a fait. La moindre bosse aurait pu déclencher le système. Pendant 5 jours, des centaines de policiers ratissent méticuleusement le périmètre de l'explosion. Parmi les milliers de débris éparpillés, ils collectent de nombreux détonateurs, une grande quantité de fils électriques et un morceau de bois sur lequel est fixé un réveil. Doutant pouvoir retrouver d'où ce morceau de bois provient, les enquêteurs constatent malgré tout avec soulagement que les terroristes ont abandonné derrière eux un indice important. La plaque d'immatriculation était encore près du véhicule et ça nous a permis d'identifier très rapidement son propriétaire. Mais il avait été volé peu de temps avant l'attentat. Selon la police, l'explosion principale a été causée par 50 bâtons de dynamite placés dans le coffre d'une Holden Commodore de 79 chamois et blanc garée devant le commissariat. Elle était équipée de jantes dorées et d'une double sortie d'échappement. Aujourd'hui, ils ont amené la même voiture dans Russell Street dans l'espoir de réveiller des souvenirs. La police expose aussi la couverture de voyage retrouvée dans la voiture. Les enquêteurs disent que cette couverture n'appartient pas aux propriétaires de la voiture volée et qu'elle pourrait donc les aider. Elle était en très bon état, si on tient compte de l'explosion. Et on a découvert qu'elle avait servi à recouvrir le système de mise à feu. En examinant cette couverture, on a trouvé des poils de chien. Ces poils de chien étaient courts et ça devait être ceux d'une race de terrier. Les policiers ont reçu 20 appels depuis hier et cette réaction les encourage. Ils vont vérifier ces nouvelles informations pour voir si elles sont utiles. Plusieurs jours après l'attentat, une personne a contacté le commissaire divisionnaire Mick Miller et lui a dit qu'elle avait des images du responsable de cet attentat. Elle a aussi exigé 300 000 € contre ce renseignement. Cette personne appelle à 5 reprises. Chaque appel est passé de différentes cabines téléphoniques dans le faubourg de Saint-Kilda, puis tout s'arrête.
On a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un malade. Mais on ne pouvait pas négliger une chose pareille. Le Premier ministre de l'État, John Kaine, et le commissaire Mick Miller ont promis une récompense de 300 000 €. Mais lors d'une conférence de presse, ils ont refusé de dire pourquoi ils avaient pris cette décision. L'offre d'une telle somme devrait permettre d'obtenir des renseignements essentiels. Et je ne souhaite pas divulguer la nature de ces renseignements, car cela risquerait de tout compromettre. En faisant cette offre, le Premier ministre de l'État et le commissaire Miller espèrent appâter l'informateur qui ne cesse d'appeler la police. S'il est sérieux et n'a rien à se reprocher, il se manifestera et fournira des renseignements. Dans le cas contraire, il abandonnera son harcèlement. Les enquêteurs devront alors se contenter d'analyser les nouveaux indices dont ils disposent. La carcasse de la Holden Commodore 79 qui contenait la bombe et une couverture couverte de poils de chien. Il y a maintenant 3 semaines que l'attentat a eu lieu et Angela Taylor, qui est sortie major de sa promotion à 22 ans, est toujours hospitalisée dans un état grave. La police espère que cette personne anonyme, qu'elle tente de convaincre avec une récompense, la conduira au responsable de l'attentat. C'était une opération de grande envergure, impliquant toutes les forces de police autour de Melbourne. On surveillait les cabines d'une bonne partie de Saint-Kilda et d'Elwood. Il a à nouveau appelé le commissaire et il a été arrêté dans une cabine téléphonique par un inspecteur de Saint-Kilda. Vladimir Richter, un chimiste de 38 ans, a été arrêté hier alors qu'il contactait la police depuis une cabine publique. La police a déclaré que les fausses informations sur l'attentat de Russell Street fournies par Richter lui avaient fait perdre beaucoup de temps et d'énergie. Tandis qu'une piste s'évanouit, une autre apparaît. Ce portrait robot en noir et blanc a été réalisé grâce aux renseignements d'un témoin qui prétend avoir vu l'homme garer la voiture dans Russell Street aux environs de 12h30. Ce portrait robot ressemblait beaucoup à un criminel de seconde zone du nom de Claudio Crupi. Et des positions de divers témoins indiquaient que le jour de l'attentat, il avait été vu emballer ce qui ressemblait à de la dynamite. Il avait beaucoup de haine pour un inspecteur de la brigade criminelle et on savait qu'il pouvait être violent. On a fait plusieurs interventions pour essayer de localiser Claudio Crupi. Et elles ont toutes échoué. Il avait très vite quitté Melbourne et il faisait tout pour ne pas être arrêté. Alors bien sûr, cet homme est devenu notre principal suspect. Tandis que les inspecteurs recherchent activement Claudio Crupi, une autre enquête sans lien avec l'attentat conduit 2 policiers travaillant sur des vols de voitures à se rendre au commissariat de Russell Street où l'épave du véhicule piégé a été entreposée. Environ 3 semaines avant l'attentat de Russell Street, une berline Daimler rouge volée a été prise en chasse par la police de la route. Le conducteur a eu un accrochage et il s'est enfui. La brigade criminelle de Saint-Albans nous a demandé de venir car dans le coffre de cette Daimler, il y avait un sac qui contenait des morceaux de plaques d'immatriculation. On a découvert que c'était celle d'une Holden Brock spéciale volée et j'avais indiqué dans la base de données de la police que si le véhicule était retrouvé, il fallait me contacter immédiatement. Et c'est ce qui se produit. Pendant qu'on attendait qu'il nous amène la Brock spéciale pour qu'on l'examine, on s'est promené un peu et on est allé voir la voiture de l'attentat de Russell Street. Et en observant ce véhicule, on a vu que le numéro de châssis avait été effacé avec une perceuse. Normalement, pour ça, ils utilisent une meuleuse d'angle. Avec une perceuse, ça prend plus de temps et c'est assez curieux. On n'avait encore jamais vu ça. Le fait que quelqu'un perce le châssis pour faire disparaître son numéro était vraiment étrange. Entre-temps, la police a retrouvé Claudio Crupi. Claudio David Crupi, 29 ans, a été amené devant le juge John Dugan.
Son avocat a déclaré que son client acceptait d'être interrogé mais aussi de participer à une séance d'identification. Il a déclaré que Krupy niait sa participation à l'attentat. Krupy est à présent au commissariat de Russell Street où l'attentat a eu lieu il y a près de 3 semaines et on continue de l'interroger. Claudio Krupy nie farouchement avoir emballé de la dynamite le jour de l'attentat, comme l'a prétendu un informateur. Tandis que les policiers le maintiennent en garde à vue pour l'interroger, la Commodore Brock spéciale est transportée au commissariat de Russell Street pour y être expertisée. Cette voiture contient un indice qui stupéfie les enquêteurs et leur offre bientôt un nouveau suspect. Quand la Brock spéciale argent est arrivée, on a soulevé le capot et on a constaté à nouveau que le numéro de châssis avait été supprimé à la perceuse. C'était la même méthode que celle utilisée sur l'autre véhicule de la même marque qu'on avait vu à environ 15 mètres de là. Voir 2 véhicules avec des trous à la place du numéro de châssis, c'était vraiment exceptionnel. Et je me suis dit que la personne qui avait volé la Brock spéciale et la Daimler pourrait être également impliquée dans l'attentat de Russell Street. Les policiers s'intéressent maintenant à l'incident survenu 3 semaines avant l'attentat et cherchent à identifier le voleur de la Daimler. Le voleur du véhicule s'est enfui. Il a traversé plusieurs pâtés de maison avant d'arrêter une voiture qui passait par là. Va-t'en! Ferme la porte! Mais l'agent de police qui a poursuivi la Daimler a eu le temps de voir le conducteur. On lui a montré plusieurs photos et il a identifié Peter Reed. Peter Reed était connu de la brigade pour d'autres délits. On faisait alors une enquête sur lui et des membres de sa famille pour différents vols de voitures. On soupçonnait Peter Reed d'être impliqué dans le trafic de plaques d'immatriculation. Sa technique consistait à acheter une épave, puis à voler une voiture identique sur laquelle il gravait les numéros de la vieille voiture, avant de la faire immatriculer comme une voiture neuve. Avec la voiture de l'attentat de Russell Street et son châssis percé, et l'autre véhicule, on avait 2 voitures volées par des personnes différentes, mais qui utilisaient le même modus operandi. Peter Reed était apparemment lié à ces 2 vols, mais était-il pour autant l'auteur de l'attentat? Et maintenant, un meurtrier. Un millier de personnes est venu à l'école de police Glen Waverly rendre un dernier hommage à la policière, souvent décrite comme une jeune femme pleine de vie, brillante et franche. Parmi ces personnes, il y avait le juge Ian West et l'inspecteur Carl Donadio, tous 2 victimes de l'attentat. C'était très bouleversant. Je me souviens très bien des funérailles. J'étais heureux d'être là pour rendre hommage à Angela. Dehors, 500 membres de la police et des services d'urgence font une haie d'honneur au cortège qui se dirige vers le crématorium de Springvale pour une crémation privée. Il y a une destinée qui fait de nous des frères. Aucun d'entre nous ne s'en va seul. Dès le début, on a décidé qu'on l'enquêterait jusqu'au bout. Et sa mort a renforcé notre détermination. C'est certain. La police a 2 suspects. Le premier est le suspect privilégié. En effet, des témoins ont vu Claudio Krupy préparer une bombe le matin même de l'attentat de Russell Street. Claudio Krupy restait le principal suspect dans cette enquête. La piste de la Brock spéciale argent était également très intéressante pour notre enquête. Le second suspect se nomme Peter Reed. Délinquant spécialisé dans le vol de voitures, il est connu des services de police pour faire disparaître les numéros de série des voitures volées à l'aide d'une perceuse électrique. Or, cette particularité se retrouve sur l'épave du véhicule ayant servi à l'attentat, comme sur la Holden Brock spéciale dont la plaque d'immatriculation a été retrouvée en plusieurs morceaux dans le coffre de la Daimler rouge, également volée. Les enquêteurs s'interrogent sur cette série de coïncidences. Un gang de voleurs de voitures serait-il impliqué dans l'attentat?
Dans l'enquête sur la broque argent, le principal suspect s'appelle Peter Reed. Il est aussi suspect dans l'attentat de Russell Street, car on a retrouvé sur la broque Commodore des marques identiques à celles de la voiture utilisée pour l'attentat. Dès qu'on a fait ce lien, l'équipe chargée de l'enquête sur l'attentat a aussitôt été informée. On a aussi appris que la brigade de répression du banditisme enquêtait sur Peter Reed pour plusieurs affaires. Peter Reed était un suspect très intéressant pour la brigade de répression du banditisme dans plusieurs affaires de braquage de banques particulièrement violents. Cette Commodore argent a servi à défoncer la façade d'une banque où un hold-up a eu lieu l'après-midi même de l'attentat. Nous avons alors coopéré pour faire surveiller Peter Reed. Après ça, on a organisé plusieurs descentes le 25 avril, jour férié en Australie. Cette opération visait à trouver des éléments liés aux voitures volées et toute autre preuve permettant d'établir un lien avec des attaques à main armée dans lesquelles elles auraient été utilisées. Il fallait aussi découvrir si elles avaient ou non un lien avec l'attentat de Russell Street. Des membres de l'équipe sont entrés dans la chambre de droite et je suis entré dans celle de gauche avec Mark Willey. J'ai allumé la lumière. Au fond, il y avait une fenêtre qui, avec la lumière, faisait office de miroir. Et on voyait Peter Reed sur son lit en sous-vêtements. J'ai avancé en essayant de voir ce qui se passait à l'intérieur depuis le pas de la porte. Il était en position de combat et il tenait un calibre 45 qu'il pointait dans ma direction. On appelle ça le tunnel de la mort. On ne sait pas bien où ils sont, mais eux savent où vous êtes. Je me suis alors retourné en disant « Peter, c'est John Bradbury de la police, pose ton arme ». La seule réaction de Reed a été de tirer à 2 reprises dans ma direction. Quand il a tiré les 2 premières balles, j'ai compris qu'il était vraiment prêt à se battre contre la police. Ces 2 balles me sont passées à ras du nez. En me servant de la fenêtre comme miroir, j'ai tiré 2 fois avec mon fusil à pompe à travers la porte. Les balles ont traversé la porte de la chambre dans sa direction. J'ai ensuite essayé de recharger mon fusil, mais j'ai eu un souci. J'ai levé la tête et il n'était plus là où il était juste avant. J'ai décidé d'entrer dans la chambre pour lui faire face. Dès qu'il a vu le canon dépasser de la porte, il a encore tiré 2 fois. Quand on vous tire dessus, tout semble se passer au ralenti. On voit la flamme du canon, et même si ça ne dure qu'une fraction de seconde, ça semble durer toute une minute. Je savais que j'avais été touché. J'avais l'impression d'avoir été renversé par un camion. Reed a sauté de son lit. Il est arrivé du côté de la fenêtre en pointant immédiatement son arme vers moi. Il a tiré 2 balles dans ma direction et j'ai riposté en tirant 2 fois. J'ai vu qu'il était tombé à terre, j'ai repoussé le pistolet avec mon pied, puis on l'a menotté. Je portais une parka de ski avec un élastique à la taille. Et la balle m'a touché, mais quand j'ai relâché l'élastique de la ceinture de ma parka, la balle est tombée par terre. J'ai dit à l'un des inspecteurs, « Enregistre bien ça. On a la scène de crime, mais je suis encore en charge de l'enquête. » Après la fusillade, on a demandé à la police scientifique de venir au domicile de Reed. On a trouvé beaucoup de preuves. Il y avait un Magnum 45 dans la chambre où la fusillade avait eu lieu. Il y avait plusieurs armes à feu qui se trouvaient dans le salon. Et on a constaté que les numéros de série avaient été détruits avec une perceuse. Et ça nous a aussitôt fait penser aux numéros de châssis de la voiture piégée et à ceux de la Commodore Brock Argent. Et parmi les autres objets retrouvés dans le salon, il y avait des scanners. Leur numéro de série avait aussi été effacé et par terre,
Il y avait un sac à dos en toile. Et posé sur ce sac, il y avait 2 détonateurs. On a trouvé que ces détonateurs ressemblaient beaucoup à ceux utilisés dans l'attentat de Russell Street. À l'intérieur du sac, il trouve 4 paquets bien emballés. Dans le papier journal, il y avait des bâtons de dynamite. Les mêmes, ou à peu près les mêmes, que ceux utilisés dans l'attentat de Russell Street. Alors, on n'allait certainement pas tarder à identifier les responsables de l'attentat de Russell Street. On n'a pas pu trouver de clôture en bois correspondant aux morceaux de bois découverts sur le lieu de l'attentat. Mais pendant la surveillance, on avait vu Peter Reed se rendre à plusieurs reprises à Nunawading, dans Harris Avenue. D'autres brigades sont également intervenues au même moment à cette adresse. Il n'y avait vraiment rien qui pouvait faire un lien entre cet endroit et l'attentat, en dehors du fait que Peter Reed s'y rendait parfois. Cette maison était occupée par Karl Zalinka. Il n'avait pas de casier judiciaire. On a interrogé Karl pendant à peu près 2 heures. On lui a demandé s'il connaissait Peter Reed et il a nié le connaître. On savait que ce n'était pas vrai et qu'il nous mentait. C'était aussi évident qu'il était très mal à l'aise. Il fallait découvrir ce qu'il savait et ce qu'il voulait nous cacher. Peter Reed de Calista a quitté l'hôpital aujourd'hui et a comparu en audience préliminaire devant le tribunal de Melbourne. Il a été inculpé de 2 tentatives de meurtre et de 7 autres chefs d'accusation, dont celui de vol à main armée. Lorsque le service d'identification judiciaire se rend au domicile de Peter Reed, il découvre plusieurs empreintes intéressantes. Ils ont trouvé une empreinte digitale sur le journal d'Albury Border, qui enveloppait plusieurs bâtons de dynamite. Il s'agissait d'une empreinte appartenant à Rodney Minogue, un récidiviste. Mais il y avait aussi une autre empreinte sur la porte des toilettes. Et cette empreinte digitale appartenait au frère de Rodney, Craig Minogue. Il s'agissait en réalité de petits voyous. Et personnellement, je pense qu'ils jouaient un rôle secondaire dans cette affaire. Ça ne fait pas de doute. On a établi que Rodney et Peter Reed s'étaient connus en prison. On a recherché les frères Minogue, mais sans succès. Ils avaient quitté Melbourne peu après l'attentat de Russell Street et personne ne les avait revus. Peter Reed, le voleur de voitures, a tiré de sang-froid sur 2 policiers. En perquisitionnant son domicile, les experts ont découvert une foule d'indices. Des armes, dont le numéro de série a été effacé à la perceuse, des détonateurs et des bâtons de dynamite, et les empreintes digitales des frères Rodney et Craig Minogue, 2 voyous de piètre envergure. Les enquêteurs constatent aussi qu'un certain Karl Zalinka est venu chercher Craig Minogue à la sortie du tribunal où il était interrogé. Or, Zalinka occupe la maison dans laquelle Peter Reed s'est rendu lorsqu'il était sous surveillance policière. Les membres du gang sont-ils identifiés? Reed, Zalinka et les frères Minogue ont-ils constitué une association de malfaiteurs pour attaquer le commissariat central de Melbourne? Si ce lien existe, les policiers doivent être en mesure de le prouver scientifiquement. On savait que Zalinka connaissait Craig et Rodney Minogue parce qu'on a montré des photos des Minogue à des voisins et ils les ont reconnus. Alors on ne comprenait pas pourquoi il prétendait le contraire. Au laboratoire de la police scientifique, les techniciens comparent les détonateurs retrouvés chez Reed à ceux de l'attentat de Russell Street. Les fils de ces détonateurs étaient découpés de la même façon que ceux de l'attentat de Russell Street. Il s'était servi d'outils pour couper ces fils. Si on réussissait à retrouver ces outils, alors on pourrait dire « ce sont bien ces pinces qui ont été utilisées ». En revanche, ils ont trouvé l'origine de la barre de métal qui a été clouée sur le morceau de bois découvert sur le lieu de l'attentat. Une nuit, alors qu'il s'était couché,
Notre spécialiste en explosifs s'est dit que la pièce de métal servant à compléter le circuit entre le minuteur et les explosifs devait être une poignée de poubelle en fer. Et quand on a regardé de plus près la poubelle de Karl Zalinka, on a remarqué que le couvercle n'était plus là et qu'il y avait plusieurs entailles sur les poignées de cette poubelle. Comme si quelqu'un s'était entraîné à couper les poignées. Quand on a demandé à Karl où était le couvercle, il est resté très vague. Il n'avait pas très envie de nous dire où il était. Dans tous les endroits où on allait, on regardait s'il y avait des poteaux en eucalyptus rouge qui correspondaient aux morceaux de bois retrouvés dans Russell Street. Lorsqu'ils ont inspecté cette propriété la première fois, ils n'ont pas trouvé grand-chose, mais lors d'une autre visite, le spécialiste en explosifs s'intéresse à la clôture des voisins. Bob Barnes a sauté par-dessus la clôture d'un voisin et il a disparu sous un camélia. J'entends encore son petit rire ce jour-là. Il a placé le morceau de bois sur ce poteau de clôture. Il y avait le même défaut dans le bois et il correspondait à la perfection. On en a conclu que c'était bien le poteau d'où venait le support de la bombe. Cette découverte a probablement été l'une des plus importantes de toute ma carrière. Et on est encore étonné d'avoir pu le retrouver. C'était très important pour nous. À partir de là, le détachement spécial a considéré ce lieu comme étant celui où la bombe avait certainement été préparée. Karl Zalinka est devenu un personnage essentiel et on l'a conduit au poste. Moi-même et un autre inspecteur avons eu une discussion très sérieuse avec lui et je lui ai exposé tout ce que nous savions à son sujet. Ses mensonges, le morceau de bois, sa poubelle. Il avait menti en prétendant ne pas connaître les frères Minogue ni Peter Reed. Et nous lui avons dit, si vous étiez à notre place, que penseriez-vous? Et il a compris qu'il devait enfin parler. Il a dit qu'il nous dirait tout ce qu'il savait, mais qu'il fallait qu'on garantisse sa sécurité, celle de sa famille et de sa petite amie. Karl nous a révélé que Craig Minogue et Rodney Minogue vivaient chez lui et que Peter Reed venait souvent les voir. Le mardi précédant l'attentat de Russell Street, il a vu cette magnifique berline, cette Commodore, entrer dans le garage. C'était une voiture 2 tons, blanc et chamois. Elle avait de superbes jantes. C'était la même que le véhicule qui avait explosé dans Russell Street. Une autre fois, il était allé dans le garage. Et il avait vu quelque chose qui ressemblait à une caisse de dynamite. Il a demandé des explications à Craig Minogue et Craig lui a dit d'oublier ce qu'il avait vu. Craig Minogue a offert un voyage à Sydney à Karl et à sa petite amie, à Pâques, au moment de l'attentat. Quand il est revenu, les 2 frères partaient. Ils lui ont dit de se débarrasser du couvercle de sa poubelle. Il l'a mis dans la trémie qui partait pour la décharge. Après la déposition de Karl, Peter Reed est accusé du meurtre d'Angela Taylor. Mais les Minogue restent introuvables. Karl Zalinka nous a dit que les frères Minogue et Peter Reed avaient reçu la visite d'un homme d'environ 50 ans. Karl savait seulement qu'on l'appelait Stan the Man et qu'il vivait à la campagne. Les experts de la police scientifique de Melbourne ont accompli en quelques semaines un travail remarquable. Les fils électriques, la poignée de poubelle et le morceau de bois d'eucalyptus supportant la bombe apportent les preuves matérielles de l'implication de Peter Reed dans l'attentat. En attendant de pouvoir localiser les frères Minogue, les enquêteurs s'intéressent maintenant au mystérieux Stan the Man, grâce à la description qu'en fait Zalinka et à une recherche dans les casiers judiciaires. Ils parviennent à l'identifier. Il se nomme Stanley Brian Taylor. Cet homme était un criminel particulièrement violent. Sa première condamnation remontait à 1949 pour un vol de poissons.
Il n'avait que 12 ans et il a passé une bonne partie de sa vie en prison. À la fin des années 70, il a été libéré de prison et, contre toute attente, il s'est rangé. Il travaillait comme conseiller auprès de personnes qui avaient fait de la prison. Il leur donnait des conseils pour leur éviter de récidiver, comme il l'avait fait. Mais est-ce réellement le cas? Est-ce que cet homme est allé voir les frères Minogue et Reed pour les dissuader ou pour leur prêter main forte? Il était évident que cet homme ne changerait jamais. Les gens de son espèce ne changent pas. Il y a beaucoup de pression sur les épaules des enquêteurs qui tentent de retrouver les 3 suspects apparemment impliqués dans l'attentat de Russell Street qui a causé la mort d'Angela Taylor. On a découvert que Craig et Rodney Minogue avaient acheté une maison à Beership, non loin de chez Stan Taylor. On s'est rendu là-bas et on a arrêté Stan Taylor. Stan a levé les mains en l'air et nous a dit qu'il savait que Craig et Rodney étaient impliqués dans l'attentat. Ça ne m'a pas du tout surpris. Stanley Taylor est un indicateur dans l'âme. Publiquement, il ne dit rien qui permettrait d'identifier quelqu'un, mais en privé, il traite autant qu'il peut avec la police pour se protéger. Stan est un véritable lâche. Quand la pression montait, il pliait tout de suite. Quand on est allé chez les Minogue, il n'était pas là. Et Stan nous a tout de suite indiqué le nom de l'hôtel où il logeait. Ce matin, la police est intervenue dans un motel de Swan Hill et a interpellé 2 hommes qui ont été interrogés durant des heures. L'un d'entre eux, Craig Minogue, a comparu il y a peu de temps devant le tribunal de Swan Hill. Il a été inculpé du meurtre d'Angela Taylor et de tentative de meurtre sur l'agent Donadio et le juge West. Son frère, qui est âgé de 20 ans, est encore interrogé. Durant leur détention, la police scientifique examine leur domicile. On a retrouvé plusieurs objets. Il y avait des armes à feu. Il y avait un puissant appareil de gravure. À cette adresse, il y avait aussi un terrier. Les poils de ce chien étaient identiques par la taille et la couleur aux poils retrouvés sur la couverture de l'attentat à la bombe de Russell Street. Une fois au laboratoire, j'ai utilisé cet appareil pour percer l'acier de vieilles armes à feu. En relevant l'empreinte de la fraise de l'appareil, j'ai pu conclure que les marques laissées à la place des numéros de série sur les autres armes correspondaient. Et c'était également valable pour la voiture piégée. Sans oublier la Commodore argent. Pour moi, il ne faisait aucun doute que cette fraise avait un rapport avec ces armes à feu et avec l'attentat de Russell Street. Il découvre d'autres indices dans une remise louée par les frères Minogue. En plus d'un livre sur les explosifs et des détonateurs, il découvre des outils très intéressants. Il y avait une cisaille à tôle avec des poignées bleues. Nous les avons utilisés pour sectionner du fil de fer semblable à celui qui se trouvait sur les détonateurs afin de déterminer si les traces laissées étaient les mêmes que celles retrouvées sur ceux ayant servi pour l'attentat à la bombe. C'est bien le cas. Les fils de détonateurs trouvés chez Peter Reed, ceux de la remise des Minogue et du lieu de l'attentat présentent tous les mêmes marques laissées par cet outil. Craig Minogue s'est assis dans la salle d'interrogatoire avec un demi-sourire et il nous a simplement donné son nom et son adresse, puis il est resté muet. Mais les choses se passent différemment avec son jeune frère Rodney. Il a téléphoné à sa mère et après ça, il a avoué qu'il était impliqué. Et il nous a dit tout ce qu'il savait sur l'attentat à la bombe de Russell Street. Tout avait été principalement orchestré et planifié par Stan Taylor. Stan a déclaré aux enquêteurs qu'il était là le matin de l'attentat, mais qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire. Nous croyons à la version de Rodney, pas à celle de Stan.
D'autres témoins ont corroboré cette version. En réunissant les dernières preuves matérielles permettant d'inculper Peter Reed et les frères Minogue dans l'attentat meurtrier, les enquêteurs ont bouclé la boucle. Pour clore l'affaire, il ne leur reste plus qu'à déterminer le degré d'implication de Stan Taylor. Un homme qui prétend être son ami n'hésite pas à le dénoncer en échange d'une protection policière. Stan avait un grand ami à Beership, du nom de Paul Herzl. Et c'est lui qui nous a fourni les derniers éléments. Il a joué un rôle essentiel dans la préparation de l'attentat. Il était là lorsque le groupe a volé de la dynamite dans une mine pour la préparation de l'attentat. Inculpé de meurtre et de blessures volontaires lors de l'attentat de Russell Street survenu il y a 2 ans, Stanley Taylor, Peter Reed, Craig Minogue et son frère Rodney ont tous les 4 plaidé non coupables. Le procès des 4 hommes est un énorme soulagement pour tous. Un jour, on s'est garé devant le commissariat de Saint-Kilda. Et on a rencontré de jeunes policiers qu'on n'avait jamais vus. Et l'émotion qu'on a perçue chez eux nous a fait comprendre qu'ils étaient heureux car Angela était une amie. Paul Herzl a déclaré qu'après le vol dans la mine, Stan Taylor et Craig Minogue ont testé les détonateurs dans un lieu isolé. Ensuite, Craig Minogue a dit que lui, Taylor et Reed avaient l'intention de détruire le commissariat de Russell Street. Les éléments présentés au procès ont démontré que la voiture piégée avait été amenée dans Russell Street par Craig Minogue et Peter Reed, alors que Stan Taylor les suivait avec la Brock spéciale. Ils ont alors garé la voiture devant la porte sud du commissariat de Russell Street. Puis, ils ont dégagé la lingette afin de déclencher la minuterie. Quand on a interrogé Herzl, il nous a dit qu'ils avaient attendu que la bombe explose. Et ils se sont inquiétés en ne la voyant pas exploser à 13 heures. Et quand la détonation s'est finalement produite, ils ont exulté dans la voiture. On était donc certain de disposer d'assez de preuves pour faire condamner les principaux responsables. Stan Taylor, Peter Reed, Craig Minogue et son frère Rodney ont regagné le tribunal pour entendre le verdict, mais pas avant de faire connaître leurs sentiments. Je me souviens du jour où le verdict a été prononcé. J'étais malade et il y avait beaucoup de tension. Le jury a reconnu Stanley Taylor et Craig Minogue coupables du meurtre de l'agent Angela Taylor, de blessures graves sur l'agent Carl Donadio et le juge Ian West, ainsi que d'autres chefs d'accusation. Je me suis dit, maintenant, je sais que vous allez payer pour ce que vous avez fait. Stanley Taylor est condamné à la perpétuité. Il ne pourra jamais être libéré. Craig Minogue est également condamné à la perpétuité avec une période de sûreté de 28 ans. La condamnation de son frère pour complicité post facto a été annulée en appel. Le juge Frank Vincent retrouvera les jurés demain matin. Ceux-ci poursuivent leur délibération sur le sort de Peter Reed à la suite de son arrestation à Calista. Le lendemain de la condamnation de Taylor et des frères Minogue, les jurés ont rendu leur verdict sur Peter Reed. Aujourd'hui, Peter Reed a été reconnu coupable de tentative de meurtre sur l'agent Stephen Quincy lors de l'intervention policière à son domicile 1 mois après l'attentat. Il est aussi reconnu coupable de blessures volontaires avec arme sur l'agent Mark Willey durant cette même opération. Toutefois, le jury l'a innocenté des principaux chefs d'accusation dans le cadre de l'attentat, notamment du meurtre de l'agent de police de 22 ans, Angela Taylor. C'est le seul verdict d'un jury qui m'a fait pleurer, après 31 ans dans la police. Qu'est-ce que je peux dire?
Nous étions vraiment déçus, très déçus. Et rien n'a changé. Peter Reid a été libéré en 1995 après 9 années d'incarcération. Le verdict et la peine infligée sont surprenants, voire choquants. Car, en dehors d'avoir fait feu sur 2 policiers, les liens qui reliaient Peter Reid au reste de la bande et donc à l'organisation et à l'exécution de l'attentat avaient été établis par quantité de preuves scientifiques. Comment, dans ces conditions, expliquer la clémence du juge? Reid a plaidé la légitime défense, arguant que les policiers venus l'arrêter avaient tiré sur lui les premiers. Par ailleurs, aucune réponse vraiment satisfaisante n'a été apportée à la question fondamentale. Pour quelles raisons les 4 malfrats ont-ils attaqué le commissariat de Melbourne? Il semblerait que l'un des membres du groupe, sans doute Peter Reid d'ailleurs, ait décidé de se venger d'un inspecteur qu'il avait arrêté quelques années plus tôt. Pour terminer cette histoire tragique, sachez encore qu'une journée commémorative a été créée en hommage aux policiers tués et blessés dans l'attentat et que les fonds récoltés à cette occasion sont intégralement versés au service d'urgence des hôpitaux publics. Une unité de soins pour les enfants victimes d'abus physiques et sexuels a par ailleurs été ouverte en 2001. Elle porte le nom d'Angela Taylor, la première policière australienne à avoir été tuée dans l'exercice de ses fonctions. Merci d'avoir suivi cette enquête en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour une nouvelle enquête impossible.